Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimagité. Merci d'être au rendez-vous d'information de ce samedi 9 juillet 2022, dont voici les grands titres. Un prisonnier est mort ce vendredi à l'hôpital autonome d'Ongozi. Il avait demandé durant plus d'un mois une autorisation aux responsables de la prison d'Ongozi pour se faire soigner, mais en vain. L'Action chrétienne pour l'abolition de la torture à Kate Burundi condamne cette négligence faite à l'endroit des prisonniers et demande que les responsables soient traduits en justice. La communauté islamique du Burundi se joint aujourd'hui aux musulmans du monde entier pour célébrer la fête d'Eid al-Adha, communément appelée la fête du mouton. Plus de 80 personnes ont été testées positives à la COVID-19 dans moins de 3 jours seulement. Le pire dans tout cela est que même le nombre de ceux qui se font dépister ne cesse de diminuer dans le pays. Voilà pour le sommet. Ouvrons la page sécurité pour commencer. Un homme a été tué poignardé par un boucher sur la colline Bandaga, commune Matongo de la province de Kayanza. Des conflits familiaux seraient à l'origine de ce meurtre. Pour le moment, le présumé auteur du crime est dans les mains de la police. Les détails avec Marie-Ange Ilakote. La victime était connue sous le sobriquet de Rukwakwara. Selon des informations recueillies auprès des habitants de la colline Nebandaga, le défunt a été tué alors qu'il essayait de séparer deux membres d'une même famille qui se bagarraient dans la boucherie de la place. Un des témoins oculaires témoigne. Ce crime odieux a eu lieu au centre de Bandaga. Un boucher surnommé Maniha qui vend la viande de porc s'est chamaillé avec son neveu et en sont venus aux mains. En fait, le neveu en question était venu acheter de la viande et y a rencontré la femme de son oncle qu'il a accusé de vouloir le séparer de son mari. C'est ça qui a été à l'origine de cette dispute. Le boucher a alors pris un bâton et a commencé à bastonner son neveu. C'est à ce moment que Rukwakwara s'est interposé entre les deux pour les séparer. Pris de colère, Maniha a pris un couteau et a poignardé Rukwakwara au niveau de la gorge. Ce dernier est mort sur le champ. Ce crime a beaucoup chagriné les habitants de la place qui appréciaient la victime. Nous, habitants de Matongo, sommes très attristés et choqués par sa mort. Rukwakwara était docker et c'était un homme paisible et irréprochable. Il avait une fille mariée prénommée Jacqueline, ainsi que d'autres enfants en bas âge. La police a par après arrêté le boucher et la dépouille de la victime a été conduite à la morgue de l'hôpital Bandaga le même jour. Vous saurez que le surnommé Rukwakwara a été inhumé ce samedi. Merci à toi Marie-Ange Ilakoze. Je vous le disais en titre, le prisonnier André Ndagijimana est mort ce vendredi à l'hôpital autonome d'Ongozi. Ce prisonnier avait demandé durant plus d'un mois une autorisation responsable de la prison d'Ongozi pour se faire soigner, mais en vain. Les détails avec Eric Nyonzima. Le détenu André Ndagijimana, qui était membre du parti CNL, est décédé à l'hôpital autonome d'Ongozi, natif de la colline Ryumo, en commune de Kiremba, de la province d'Ongozi. Il venait de passer plus de 2 mois à la prison d'Ongozi. Selon nos sources à la prison d'Ongozi, André Ndagijimana a demandé pendant plus d'un mois une autorisation de se faire soigner en dehors de la prison, mais le directeur de la prison a refusé. Les membres de sa famille indiquent qu'ils ont alerté partout pour son cas, mais sans succès. Il est déjà mort. Nous avons beaucoup de colère parce que nous avons alerté partout lorsqu'il était en état critique, mais William Daïdzeye, directeur de la prison d'Ongozi, a refusé de donner une autorisation pour des soins médicaux en dehors de la prison. Il est victime d'être membre du parti CNL. Les défenseurs des droits de l'homme au nord du pays demandent que le directeur de la prison d'Ongozi soit traduit et poursuivi en justice pour donner de la lumière sur la mort d'André Ndagijimana. André Ndagijimana a été arrêté le 24 avril cette année lors d'une bagarre qui a opposé les membres du parti CNL et les Imbonerakure sur la colline Ryumu en commune de Kiremba de la province d'Ongozi. Merci à toi Eric Nyonzima. Et l'Action chrétienne pour l'abolition de la torture à Kate Burundi condamne cette négligence faite à l'endroit des prisonniers
et demande que les responsables soient traduits en justice. Courte pause, nous poursuivons cette édition sur les nouvelles de la société. La communauté islamique du Burundi s'est jointe aujourd'hui aux musulmans du monde entier pour célébrer la fête d'Eid al-Adha, communément appelée la fête du mouton. Le président du Conseil supérieur des chefs a demandé aux musulmans de promouvoir la paix. Cheikh Hassan Nyamweru a également rappelé la signification de cette célébration. Ce jour-ci nous souvient le jour où le bon Dieu a recommandé son prophète à l'époque, Abraham, d'égorger son fils unique, Ismaël. Et cela, ça s'est passé à travers les rêves, 3 fois. Quand Ibrahim voulait mettre en application ce qui lui a été recommandé par le bon Dieu a envoyé son ange Gabriel tout en tenant sur son bras droit un mouton, lui demandant d'égorger les moutons à la place d'Ismaël. C'est sur cela que notre prophète Mahomet nous a recommandé, dès que ça arrive cette date, le 10 décembre de chaque année, selon les J, nous devons tous les musulmans égorger, soit la vache, soit les moutons, soit les chèvres, selon la possibilité de tout un chacun. Le message que je donne à nos confrères musulmans, d'abord il faut qu'ils gardent la paix. Ensuite, il faut qu'ils aillent égorger sur les places connues par le gouvernement. Et il faut qu'ils travaillent en collaboration avec notre équipe de la Comibou. Il faut qu'ils se souviennent, les voisins, les amis, il faut qu'ils mangent ensemble et célèbrent ensemble, tout en songeant toujours à tenir la paix dans notre pays. Il faut rappeler que cette fête du sacrifice marque la fin du pèlerinage à la Mecque, l'un des 5 piliers de l'islam. En page santé, les cas positifs à la Covid-19 ont regagné en intensité au Burundi. Plus de 80 personnes ont été testées positives à la dite pandémie dans moins de 3 jours seulement. Le pire dans tout cela est que même le nombre de ceux qui se font dépister ne cesse de diminuer dans le pays. Le point avec Emmanuel Nyungeko. Dans 2 jours seulement, c'est-à-dire en date d'ici et 7 juillet 2022, 83 personnes ont été testées positives à la Covid-19 au Burundi. Selon le rapport du ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida de ce 8 juillet 2022, parmi ces cas positifs, 25 cas sont importés. Le même rapport fait savoir que les tests de la Covid-19 pour ces cas positifs ont été effectués dans 25 districts sanitaires sur les 49 qui comptent le pays. De plus, le ministère de la Santé publique indique que la propagation de la dite pandémie a augmenté jusqu'à 32% durant ces 7 derniers jours par rapport aux 7 derniers jours précédents. Même si les cas positifs ne cessent d'augmenter, le rapport du ministère de la Santé montre qu'il y a une grande négligence au sein de la population en ce qui concerne le dépistage de la dite pandémie, car peu de gens se rendent dans différents centres de dépistage de la Covid-19. Le même phénomène s'observe également chez les personnes qui se font vacciner contre la Covid-19. Jusqu'à aujourd'hui, le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida, à travers ces différents rapports sur la situation de la Covid-19 au Burundi, montre que ceux qui ont été complètement vaccinés sont encore en dessous d'1%. De surcroît, le même ministère fait savoir que ces derniers jours, l'effectif des cas positifs était de 15 personnes par jour dans la plupart des districts sanitaires, ce qui ne fera qu'augmenter la propagation de la Covid-19 au lieu de la stabiliser si les habitants ne sont pas sensibilisés pour se faire dépister et accepter d'être vaccinés. Merci à toi aussi, Emmanuel Nyungeko. L'ancien responsable du parti CNDD-FDD en zone Ndava de la commune de Buganda a été arrêté ce vendredi au niveau de la rivière Rusizi lorsqu'il voulait faire traverser un troupeau de vaches vers la République démocratique du Congo. Les habitants de la zone d'Ondava craignent qu'il soit libéré alors que les autres sont punis en cas de flagrant délit. Plus de détails avec Eruvi Senyo Mungue. Cet ancien chef du parti CNDD-FDD en zone Ndava de la commune Buganda est connu sous le nom de Jean-Paul Nyoyitungiye. Il a été arrêté par les forces de l'ordre la matinée de ce vendredi lorsqu'il voulait faire traverser un troupeau de vaches vers le pays voisin, la République démocratique du Congo. Notre source indique que les habitants de la zone craignent que la personne arrêtée puisse être libérée.
Oui, il a été arrêté au niveau de la rivière Rusizi lorsqu'il voulait faire traverser des vaches. Maintenant, il commence à dire trop libéré parce que ces vaches ont des plaques, mais il y en a qui sont punis alors qu'ils n'ont rien fait. C'est le vieillard de Gihang. On l'a puni alors que ces vaches n'allaient pas traverser. On veut seulement libérer ces vaches parce qu'il était président du parti. Ces vaches étaient au niveau de la Rusizi, tout près de Mirango, nord-ouest du cimetière, prêt à traverser en RD. C'était un troupeau de vaches, mais personne n'en parle. Les habitants de la zone Ndava demandent qu'il n'y ait pas de favoritisme et que cet ancien chef du parti CNDD-FDD soit puni conformément à la loi comme on le fait pour les autres personnes arrêtées dans de pareilles circonstances. À ce propos, la rédaction n'a pas encore pu joindre l'administrateur de la commune de Buganda pour qu'il s'exprime à ce sujet. Merci à toi aussi, Elvis Senyo Mungere. Le gouvernement burundais devrait tout d'abord prendre des mesures qui remédient aux problèmes des enfants de la rue et de la mendicité qui s'observent au Burundi avant de les chasser de la rue. Réaction de certains Burundais qui se sont entretenus avec la RPA sur l'opération en cours du gouvernement burundais de chasser les enfants de la rue et les mendiants. Selon toujours, l'État doit plutôt les assister pour sortir de cette vie, car ce sont des vulnérables. Écoutons-les. La décision prise ne tient pas compte de la situation de ces gens qui se trouvent dans la rue. On se demande, et si la loi élaborée a analysé les gains a pu trouver la solution adéquate aux problèmes qui hantent la vie des Burundais, dans les familles, dans les quartiers, dans les collines. Aujourd'hui, les gens qui se trouvent dans la rue sont des orphelins, sont des vieillards, sont des personnes malades de maladies chroniques, sont des personnes qui sont faibles. Et alors, si on les maltraite, alors qu'on ne les a pas assistés convenablement, on se demande pourquoi. Il faut alors les assister et ils ne verront jamais ces gens mendier. Cette mesure était vraiment bonne, mais le problème est que le gouvernement n'a pas envisagé d'autres mesures accompagnatrices pour assister ces démunis. Il faut plutôt réfléchir à ce qui les a poussés à aller dans la rue. C'est parce qu'ils n'ont aucun autre choix à cause de la situation difficile dans laquelle ils se sont retrouvés. Donc, pour ces indigents, ces personnes plus âgées et ces handicapés, le gouvernement devrait leur construire des centres d'accueil afin de mener une vie normale, comme tant d'autres. C'est une mauvaise mesure car elle a été prise brusquement. Pour moi, je pense qu'il devrait élaborer un plan qui vise à trouver des solutions pour ces enfants de la rue et ces mendiants. Je pense également qu'il devrait y avoir une sensibilisation sérieuse concernant cette activité, car il y aurait peut-être ceux qui pouvaient prendre eux-mêmes une décision de se retirer de la rue. Mais le fait de les arrêter et les incarcérer, cela n'a aucun sens pour remédier à ce problème. Je dirais que cette décision ministérielle a été plus émotionnelle. Le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui se focalise sur le test de niveau que les enseignants ont récemment passé. Au cœur de la société vous est présenté par Émile Nibasumba. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Idouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Ils ont eu moins de 35% en français. La moyenne nationale en mathématiques n'a pas atteint 55%. Les enseignants des 3 premiers cycles de l'école fondamentale expliquent que le test de niveau portait sur des matières oubliées depuis longtemps. Dans le mini-magazine Au cœur de la société de ce 9 juillet 2022, nous avons également invité un enseignant qui suit de très près le système éducatif burundais. Mon nom, c'est Émile Nibasumba. Bienvenue dans cette émission de la synergie des médias. 32,72%, c'est la moyenne nationale obtenue au test de français fait par près de 42 000 enseignants des 3 premiers cycles de l'école fondamentale. La mairie de Bujumbura a été la première au classement. La province Rumonge a été la dernière.
En mathématiques, la moyenne nationale est de 53,66%. La province Ngozi occupe la tête du classement. La province Rutana est en queue de classement. Dans le test de français, les enseignants devaient répondre aux questions relatives à un texte donné, aux voix passives et actives, aux discours directs et indirects, ainsi qu'à la démarche méthodologique. Nos confrères de la télévision Renaissance ont demandé à certains enseignants pourquoi ils ont eu des échecs à ce test d'évaluation des compétences. On ne s'attendait pas à un test de niveau comme celui qu'on nous a donné. On nous a interrogés sur la matière vue en 6e primaire et en 9e moderne. En mathématiques, c'était ce qu'on a étudié en 9e moderne. Le français, nous ne savons même pas où ils ont tiré les questions. On croyait qu'on sera interrogé sur la matière qu'on enseigne ou sur la méthodologie apprise, mais ça n'a pas été le cas. Le test était compliqué et ne portait pas sur la matière qu'on avait vue. On ignore leur objectif. En fait, c'était une façon de nous faire échouer. On n'a pas échoué par manque d'intelligence. Nous ne savons pas pourquoi ils ont cherché ce prétexte et ce qu'ils vont en faire. Vous savez que même notre salaire est minable. Par exemple, moi, il y a 20 ans que j'enseigne en 2e année primaire, je ne me souvenais pas des leçons apprises en 9e et en 6e. Nous avons eu de mauvais résultats au test de niveau dans les cours de français et de calcul par manque de livres. En plus de cela, il y avait même des questions sur la matière non vue pendant la passation de l'examen. Au micro de nos confrères de la radio Inzamba, l'enseignante Eulalie Nivizi explique que ces enseignants n'ont pas eu un même parcours de formation. Le problème qui se pose souvent, c'est que ces enseignants ont été soumis à un examen commun alors qu'ils n'ont pas étudié dans le même contexte. Nous avons des enseignants qui proviennent de plusieurs promotions, de plusieurs écoles, des écoles qui sont organisées différemment. Il y en a qui proviennent de l'école normale de 7 ans, il y en a qui proviennent du lycée et renforcés par une formation pédagogique d'une année, il y en a qui proviennent du lycée pédagogique, il y en a qui proviennent de l'EFI. Il y en a qui ont interrompu l'université, qui sont à l'école primaire. Il y en a qui ont interrompu le secondaire. Il y a des qualifiés et des non qualifiés. Des qualifiés pédagogiquement et des non qualifiés pédagogiquement. Alors, nous avons donc des enseignants qui ont été formés dans plusieurs écoles et une fois au service, ils n'ont pas bénéficié de renforcement des capacités qu'on appelle le recyclage. Et ce recyclage qui se trouve, si vous voulez, à deux niveaux. En recyclage au niveau scolaire, c'est un encadrement permanent. L'enseignant qui vient de faire 10 ans et même 5 ans au premier ou au 2e degré de l'école fondamentale ne se souvient plus du français qu'il utilisait à l'école secondaire quand il était étudiant. Ce n'est pas ce français-là, c'était un français de haut niveau. Il leur fallait un niveau de français proportionnel à leur domaine d'enseignement parce qu'ils ne sont pas appelés à enseigner des textes littéraires et faire des analyses de textes du niveau que j'ai vu. Selon Eulalie Nivizi, des formations de recyclage sont nécessaires pour ces enseignants. S'ils commencent ces recyclages-là, je conseillerais qu'ils puissent quand même revoir le système même de promotion dans la carrière et pour que les enseignants qui ont un même niveau d'enseignement puissent échanger leur expérience au niveau du degré, puissent bénéficier d'un encadrement adéquat en procédant à une nomination conséquente des personnels d'encadrement. Il faut d'autres réformes au niveau de la carrière. Parce que si vous avez à gérer des directeurs d'école qui n'ont pas les mêmes compétences, qui ont été nommés dans des conditions uniques, chacun a été nommé pour des raisons, je dirais même personnelles. Donc, je recommande qu'il y ait des échanges d'expérience. D'ailleurs, c'était prévu qu'il y ait échanges d'expérience au niveau des communes. Et actuellement, il y a ces examens qui sont soumis à un certain référentiel de compétences pour l'enseignement à tous les niveaux, qui est un référentiel de compétences et quand un professeur ne parvient pas à satisfaire à ses compétences, qu'il cherche comment le réencadrer, qu'il cherche à former les enseignants
à les encadrer et à définir un certain référentiel de compétences pour que la diversification des niveaux de formation, la diversification des diplômes ne constitue pas un obstacle pour le lauréat, mais aussi pour les élèves à former ultérieurement. Les organisateurs du test d'évaluation des compétences des enseignants recommandent aussi la formation continue et régulière qui, selon eux, s'avère nécessaire et urgente, surtout en français. Cette formation adaptée serait même étendue aux administratifs scolaires, selon eux. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société de ce 9 juillet 2022. À la présentation, c'était Émile Denis Wasumba. À samedi prochain, si Dieu le veut. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci à toi, Émile Niwasumba. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir prêté oreille attentive. Ainsi s'achève cette édition. Merci aussi à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour les bonnes collaborations. À la présentation, vous étiez avec Onésime de Chimagui. Bon week-end à tous.